Je vois des déclarations affirmant que M. Trump propose de donner à M. Poutine tout ce qu'il veut. Eh bien, M. Poutine a déjà les territoires en Ukraine. Il a déjà gagné la guerre à toutes fins utiles. Si la guerre continue, il prendra plus de l'Ukraine. Et donc, ce que M. Trump fait, il me semble, c'est reconnaître les réalités que la guerre a produites. Et celles-ci sont malheureuses. Elles ont été particulièrement malheureuses pour les Ukrainiens, qui ont peut-être perdu jusqu'à 1 million d'hommes dans les batailles, qui ont été dépeuplés, désindustrialisés, dédémocratisés, et qui restent la société la plus pauvre et la plus corrompue d'Europe. Bonjour à tous. Je suis Pascal Lotaz de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle à nouveau avec l'ambassadeur franc-parler Chas Freeman, qui entre autres fonctions a été ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite et est ensuite devenu secrétaire adjoint à la Défense dans les années 1990. Il a également été l'interprète principal de Richard Nixon lors de sa visite en Chine en 1972, qui a conduit à la normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine. Ambassadeur Freeman, c'est un plaisir de vous retrouver. Ambassador Freeman, great to have you back. Ravi d'être avec vous, Pascal. Well, you've been talking quite a lot. Eh bien, vous avez beaucoup parlé récemment dans divers programmes et vous nous aidez à comprendre la situation des affaires actuelles, en particulier de la politique étrangère des États-Unis. Et je voulais d'abord vous demander votre interprétation de ce processus de paix qui semble se dérouler entre les États-Unis et la Russie. Comment l'interprétez-vous? Et pensez-vous que cette proposition de cessez-le-feu qui a été évoquée et qui est maintenant en discussion a de sérieuses chances de succès? Eh bien, il est très difficile de donner un sens à tout cela. Ma propre supposition est que le président Trump souhaite un large rapprochement et un engagement avec la Russie pour remplacer l'hostilité actuelle. La question de l'Ukraine est un moyen pour atteindre cet objectif, plutôt que de mettre fin à la guerre en Ukraine en tant que fin en soi. En essayant de réaliser cela, l'administration américaine a été confrontée à un certain nombre de difficultés. Évidemment, la diabolisation de M. Poutine, la diabolisation de la Russie et le consensus national, qui a vu une grave menace de la Russie pour l'Europe et pour l'OTAN, font obstacle à toute politique. M. Trump, cependant, ne semble pas être beaucoup freiné par l'opinion publique. Il est capable de percer, et c'est une bonne chose. Les obstacles à toute négociation pour mettre fin à la guerre sont assez évidents. Le principal a été le refus catégorique de Volodymyr Zelensky, le président, peut-être pas le président constitutionnel, mais le dirigeant de l'Ukraine, de s'engager dans toute forme de négociation sur n'importe quel sujet. Et je note que même si, en échange d'une reprise du soutien en matière de renseignement et de matériel lors des pourparlers à Jeddah, juste après leur conclusion, il a réitéré qu'il ne négocierait aucune cession de territoire à la Russie. Il n'est donc pas clair à quel point il est sérieux quant à l'idée d'accepter une négociation avec les Russes. Le principal accomplissement de ces pourparlers à Jeddah, cependant, a été l'accord de Zelensky pour négocier avec les Russes. Le cessez-le-feu était un élément secondaire. À bien des égards, c'était plus un cessez-le-feu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky qu'autre chose. C'était une offre de cessez-le-feu à la Russie arrangée à l'initiative des États-Unis. Mais je pense que même ceux aux États-Unis qui ont proposé cette idée ont réalisé qu'elle avait très peu de chances de se concrétiser. Et nous nous tournons vers le côté russe. Les Russes ont été très constants au fil des ans, s'en tenant aux 3 exigences qu'ils ont formulées en décembre 2021 pour mettre fin à cette guerre et parvenir à la paix en Europe.
and to achieve a peace in Europe. Those three demands are essentially protection for Russian Ces trois exigences sont essentiellement une protection pour les russophones en Ukraine, ce que la Russie insiste maintenant pour accomplir par la reconnaissance légale de son annexion des 4 oblasts de l'Est de l'Ukraine, qui sont majoritairement russophones, ainsi que bien sûr de la Crimée, qui est également majoritairement russophone. C'est donc une question qui suggère qu'il ne peut y avoir de progrès dans les négociations si M. Zelensky maintient la position qu'il a actuellement, à savoir qu'il ne fera pas de concessions territoriales. La deuxième exigence pour les Russes, la plus importante à bien des égards, était que l'Ukraine revienne à la neutralité dans laquelle elle est née. L'Ukraine a été reconnue par la Russie à son indépendance sur la base d'une disposition de sa constitution et de déclarations politiques qui déclaraient qu'elle resterait neutre et ne serait membre d'aucun bloc. Bien sûr, depuis lors, l'Ukraine a été incitée à demander son adhésion à l'OTAN, et cela est devenu un enjeu majeur de campagne pour M. Zelensky et les Ukrainiens, ainsi que pour certains Européens qui soutiennent cette position. Je note ici cependant que M. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, admet désormais ouvertement que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est plus à l'ordre du jour. Ainsi, la neutralité signifie essentiellement dans ce contexte, et je reconnais que je m'adresse à un expert en neutralité, mais je pense que dans ce cas, cela signifie qu'il n'y a pas de force hostile sur le territoire ukrainien dirigée contre la Russie. Les Russes ont initialement avancé de nombreuses demandes accessoires concernant les niveaux de troupes et d'armement, etc., de la part des Ukrainiens. Je pense que toutes ces choses sont négociables, mais la neutralité ne l'est pas. Donc essentiellement, pour lier ces deux choses ensemble, la Russie a exigé une version du traité d'État autrichien de 1955. C'est un traité qui garantirait la neutralité de l'Ukraine et assurerait qu'elle ne rejoindrait aucun bloc militaire, mais protégerait également les minorités en Ukraine, conformément aux règles de la CSCE, Commission sur la sécurité et la coopération en Europe, qui prévoit que les minorités devraient avoir le droit à l'autonomie culturelle et à l'utilisation de leur propre langue à des fins limitées, même dans un pays où la langue officielle principale est autre. L'Autriche en a été un bon exemple. L'Autriche a été neutre, elle est démocratique, elle est prospère. Ces diverses minorités, Italiens du Tyrol, Slovènes, Hongrois et d'autres, ont toutes bénéficié d'une reconnaissance exemplaire de leur autonomie culturelle et linguistique. C'est donc essentiellement ce que les Russes demandent. Il y a cependant une troisième demande, bien plus complexe et actuellement très controversée. Il s'agit de la renégociation de l'architecture de sécurité en Europe pour créer un système dans lequel la Russie ne se sent pas menacée par l'OTAN et l'OTAN ne se sent pas menacée par la Russie. Le problème ici revient à ce que j'ai dit plus tôt sur l'opinion publique américaine, à savoir la diabolisation réussie de la Russie et l'exagération de la menace russe. Cela semble avoir été pleinement intériorisé par la plupart des Européens. Nous voyons donc maintenant une discussion parmi les Européens, motivée par la crainte d'un retrait américain d'Europe, de l'abandon des Européens ou de la conditionnalité des engagements de défense sous l'OTAN, exigeant des Européens, après 80 ans de dépendance envers les États-Unis pour maintenir l'ordre sur leur continent, de proposer un ordre propre et de le faire évidemment en coopération avec la Russie, car l'Europe ne peut pas avoir un ordre réussi si elle exclut la Russie et la traite comme un ennemi. Mais les Européens semblent encore obsédés par la division de l'Europe en sphères d'influence militaire rivales. Ainsi,
Au lieu de discuter d'arrangements politiques qui pourraient résoudre le conflit en Ukraine et mener à un accord sur la sécurité, la stabilité et la paix en Europe, ils parlent encore de certaines choses qui sont franchement assez ridicules, comme des forces de maintien de la paix en Ukraine, alors qu'il n'y a pas de paix à maintenir. Et que les forces de maintien de la paix viendraient de l'OTAN, ce qui signifie que la raison même pour laquelle les Russes sont entrés en guerre serait violée. The very reason the Russians went to war would be violated. Russia went to war to keep NATO out of Ukraine. La Russie est entrée en guerre pour empêcher l'OTAN d'entrer en Ukraine. Donc, c'est vraiment un discours absurde. Et l'absurdité est amplifiée par des déclarations de personnes comme Rishi Sunak, le Premier ministre du Royaume-Uni, qui dit « Bien sûr, nous mettrions des troupes au sol en Ukraine, mais elles devraient être soutenues par les États-Unis. » Eh bien, les États-Unis ont clairement fait savoir qu'ils en avaient assez de l'Ukraine. Donc, tout cela repose sur des visions délirantes de la réalité. Je vois des déclarations selon lesquelles M. Trump propose de donner à M. Poutine tout ce qu'il veut. Eh bien, M. Poutine a déjà les territoires en Ukraine. Il a déjà gagné la guerre à toutes fins utiles. Si la guerre continue, il prendra plus de l'Ukraine. Et donc, ce que M. Trump fait, il me semble, c'est reconnaître les réalités que la guerre a produites. Et celles-ci sont malheureuses. Ils ont été particulièrement malheureux pour les Ukrainiens, qui ont peut-être perdu jusqu'à 1 million d'hommes dans les batailles, qui ont été dépeuplés, désindustrialisés, dédémocratisés et qui restent la société la plus pauvre et la plus corrompue d'Europe. Donc c'est à ce moment-là que vous vous demandez, vous savez, comment donner un sens à tout cela. Cela comporte plusieurs aspects. Ce n'est pas facile à comprendre. Et nous ne savons pas, en plus de cela, quel est le niveau de compétence des diplomates américains impliqués. Nous savons que Sergei Lavrov et Ryabkov et d'autres du côté russe sont très expérimentés. Vous savez, M. Lavrov a 45 ans d'expérience diplomatique, et il le démontre quand il parle. Marco Rubio a 45 jours d'expérience. Donc, nous ne savons pas à quel point un accord pourrait être réalisable, étant donné la nature non testée de certaines des personnes qui devraient le négocier. Je vais m'arrêter ici. C'est beaucoup. Je m'excuse d'avoir parlé si longuement. C'est très utile. Et vous touchez directement à deux autres points sur lesquels je veux poser des questions. Je veux dire, le niveau de compétence est bien sûr l'un d'eux. J'ai parlé l'autre jour à Michael van der Schulenburg, qui était un haut négociateur de l'ONU, et il a été intimement impliqué également dans le conflit Iran-Irak, le cessez-le-feu et les négociations de paix à la fin des années 80. Et son interprétation est que cette approche vers un cessez-le-feu est en fait très habilement menée des deux côtés, les États-Unis et la Russie. Car les États-Unis ont réussi à offrir quelque chose qu'ils peuvent potentiellement mettre en œuvre parce que l'Ukraine est maintenant sous une laisse beaucoup plus courte et la Russie demande maintenant le règlement des détails sur la façon de le mettre en œuvre. À son avis, c'est une manière très habile d'aborder la question. Peut-être que je vous pose cette question, mais ensuite, la deuxième chose que je me demande est si, d'après votre expérience, ce que font actuellement le Royaume-Uni, la France et les Européens, parler de troupes au sol et utiliser ce langage qui remonte à la Deuxième Guerre d'Irak de la coalition des volontaires, n'est pas seulement incompétent, mais potentiellement le rôle d'un perturbateur dans le processus visant à créer une condition dans laquelle une ingérence extérieure, même si elle n'est pas puissante, pourrait en fait arrêter le processus tel qu'il est. Voyez-vous cela comme un danger? Eh bien, ce sont vraiment deux questions. Permettez-moi de commencer par la seconde. Je pense que les Européens ne sont pas à la table parce qu'ils n'ont aucune proposition de paix. Donc les mettre à la table serait perturbateur. Cela n'accomplirait rien. Ils doivent proposer une proposition de paix. Et par là,
Je veux dire un format politique, pas une perpétuation du conflit militaire et de la confrontation. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire ou non. D'après mon expérience, les comités de, disons, une douzaine de personnes ont beaucoup de mal à parvenir à des conclusions et à s'y tenir. Ils ne sont pas doués pour prendre des décisions. Quand vous avez 27 pays, c'est encore plus compliqué. Les divisions entre Européens sont très évidentes. Il n'y a pas du tout de consensus. Et donc, ils ont opté pour le plus petit dénominateur commun, qui est la poursuite des confrontations militaires. Ça ne les qualifiera pour rien. Mais cela m'amène au premier point. Je pense en fait qu'il faut analyser « Oh, eh bien, je devrais revenir en arrière ». Avant de quitter les Européens, je dirais que la confusion parmi les Européens, le manque de consensus, et plus particulièrement l'absence totale de toute proposition diplomatique, est la raison pour laquelle l'administration Trump a eu raison de ne pas essayer de les inclure et d'opérer au-dessus de leur tête directement avec les Russes à Riyad. Cela avait du sens, et je pense que cela a été bien exécuté. Deuxièmement, en abordant la question du processus global, je pense que nous n'avons pas correctement analysé la réponse russe. Les Russes ont accepté l'idée d'un cessez-le-feu avec, entre guillemets, des nuances. Fin des guillemets. Je comprends que c'est en fait une blague vulgaire en russe, parce que le mot nuance ressemble à l'appareil génital masculin. Mais je ne parle pas russe, donc ne me tenez pas rigueur de cela. Mais ce ne sont pas des nuances. Ce sont des principes de base. Et ce sont, comme je les ai décrits, les principes avancés dans le cadre de l'ultimatum de décembre 2021. Ce sont les principes inscrits dans le projet de traité conclu à Istanbul fin mars 2022, quelques semaines après l'invasion, par lequel l'Ukraine a accepté la neutralité et de ne plus poursuivre l'adhésion à l'OTAN. Je crois qu'il y a eu un effort pour restaurer les accords de Minsk, ce qui aurait permis l'autonomie des zones russophones en Ukraine. Je n'en suis pas si sûr, parce qu'il y avait eu une guerre civile qui a duré 8 ans et dans laquelle beaucoup de gens sont morts. Je pense que les Russes sont maintenant arrivés à la ferme conclusion que la seule protection pour leurs compatriotes russophones en Ukraine est une souveraineté séparée, pas sous l'Ukraine, comme ils l'avaient accepté. La réaction de M. Poutine a été en fait très habile. Mr. Putin's reaction was actually very deft. He said, well, you've asked for a ceasefire. Il a dit, eh bien, vous avez demandé un cessez-le-feu. Je suis d'accord qu'il devrait y avoir un cessez-le-feu, mais cela devrait faire partie d'une paix et d'un processus de paix. Alors travaillons sur le processus de paix pour pouvoir arriver au cessez-le-feu. Pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, comme je le dis, c'est habile. Il ne veut pas que ce qui est arrivé à Zelensky dans le bureau ovale arrive à sa relation avec Donald Trump. Il ne veut pas contrarier Donald Trump. Il comprend, pour revenir à ma thèse initiale, qu'il y a beaucoup à gagner pour la Russie si elle peut normaliser ses relations avec les États-Unis et poursuivre, comme convenu à Riyad, à la fois une coopération géopolitique et économique entre l'Amérique et la Russie. Je pense donc que M. Poutine a en vue le grand compromis qui pourrait être conclu. L'Ukraine, je dois le dire, malheureusement, n'a jamais été la question centrale ici. L'Ukraine a été considérée par les États-Unis et l'OTAN comme un outil pour, je cite, affaiblir et isoler la Russie. Cela n'a pas fonctionné. Elle a été considérée par M. Poutine comme un symptôme, un exemple du coût de l'absence d'une architecture de sécurité décente en Europe. Toute la propagande qui a insisté sur le fait que M. Poutine veut prendre toute l'Ukraine n'a aucun fondement. En fait, il n'y a eu aucune telle revendication de la part des Russes. Ou la propagande qui dit que son intention est de traverser l'Ukraine jusqu'à Paris. Vous savez, comme le tsar l'a fait après avoir vaincu Napoléon. Vous savez, aucune de ces thèses n'est correcte. Et l'Europe s'est essentiellement laissée, comme je le dis,
inhaler sa propre propagande, devenant un peu ivre des mensonges qui accompagnent une campagne de guerre de l'information extrêmement intense. L'Europe est un peu paniquée maintenant, parce que, d'une part, les États-Unis ne sont plus considérés comme fiables et sont perçus comme passant par-dessus la tête de l'Europe pour conclure un accord avec la Russie. L'Europe n'est pas préparée à faire face à ces circonstances, car, depuis 1945, elle s'est contentée de compter sur les États-Unis pour maintenir la paix et la stabilité sur le continent, et elle n'a pas conçu ses propres moyens de le faire. Donc, nous avons maintenant toutes sortes de choses qui se passent parmi les Européens. So we now have all sorts of things going on among Europeans. The French are offering to extend nuclear. Les Français proposent d'étendre un parapluie de dissuasion nucléaire à toute l'Europe, impliquant les Allemands. Les Allemands parlent discrètement de leurs propres armes nucléaires. Les Britanniques, ayant réalisé le Brexit, ce qui réduit leur influence en Europe et aux États-Unis, sont assez préoccupés par leur dépendance envers les États-Unis pour leur propre dissuasion nucléaire. Et les gens en Europe disent toutes sortes de choses. J'ai noté que Kaja Kallas, qui est à la tête de l'appareil de politique étrangère européenne et avocate, a démontré précisément pourquoi les avocats font de mauvais diplomates. Elle a dit « Nous ne pouvons pas parler à M. Poutine, c'est un criminel de guerre. » Mais, vous savez, la diplomatie repose sur le dialogue. Et non, vous n'avez pas à imaginer que la personne avec qui vous dialoguez est soit sainte, soit exempte de péché, soit en quelque sorte une personnalité désirable. Il faut être pragmatique. L'Europe n'est pas pragmatique. You have to be pragmatic. Europe is not being pragmatic. I utterly agree. And maybe Je suis tout à fait d'accord. Et peut-être que ma dernière question sur ce sujet est la suivante. Il me semble que les Européens apprennent actuellement exactement la mauvaise leçon et qu'ils sont tellement ancrés dans cet état d'esprit qu'ils mènent ou commencent à mener des politiques qui vont leur être extrêmement préjudiciables, notamment le réarmement. Maintenant, le réarmement en Allemagne est de nouveau à la mode et de nouveau possible. Cela, pour moi, est extrêmement dangereux, surtout si vous le faites par motivation d'une menace inexistante, une menace imaginaire que vous inventez vous-même. C'est une recette pour le désastre. Avez-vous aussi cette crainte, ou le voyez-vous d'une manière différente? fear, or do you see it in a different way? No, I think that's very right. Among Non, other things, je pense que c'est tout à fait juste. although I think many Russians Entre autres choses, tout ce discours, bien que je pense que de nombreux Russes sous-estiment le potentiel des Européens à réellement accomplir beaucoup, pose les bases d'une confrontation militaire continue en Europe. Plutôt qu'une Europe entière et libre, comme tout le monde le souhaitait, y compris les Russes, nous voyons ce genre de situation mener à la division militaire perpétuelle de l'Europe. beyond that, Au-delà de cela, c'est extrêmement coûteux et un fardeau pour des économies qui ne se portent pas très bien. Je veux dire, si vous regardez les grandes économies mondiales, les États-Unis se trouvent maintenant dans une situation très étrangement volatile, compte tenu des politiques erratiques de notre président. given the erratic policies of our president, someone in the Financial Times wrote the other day. Quelqu'un dans le Financial Times a écrit l'autre jour que si vous lisez cette chronique un jour de la semaine qui se termine par J-E-U-D-I, ce qui est bien sûr le cas de tous, alors M. Trump a soit imposé des tarifs, soit les a annulés, ajustés ou menacés sur quelqu'un ou autre. Alliés et ennemis sont traités de la même manière. Et bien sûr, nous avons d'autres complications comme la revendication absurde du Groenland et l'intimidation du Panama. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une politique étrangère exemplaire ou agréable, et c'est très contestable pour les Européens, ce qui est compréhensible, sans parler des Latino-Américains et d'autres. Mais si vous regardez l'économie chinoise, elle se porte bien. Elle a une croissance plus lente qu'avant. You know, the Chinese economy is doing fine. It's got slower growth than it did, and there's a lot of schadenfreude about this. But Et il y a beaucoup de schadenfreude à ce sujet. Mais en réalité, vous savez, cela progresse et les Européens ne le font pas. L'Europe est en plein marasme, avec l'Allemagne en voie de désindustrialisation à cause de la suppression de l'énergie russe bon marché,
qui avait alimenté l'économie allemande, et la France en crise avec l'Algérie, ce qui n'est pas une bonne chose pour la France, et ainsi de suite. Ce n'est donc probablement pas le moment de proposer un grand projet pour un complexe militaro-industriel pan-européen, une émission d'obligations pan-européennes pour financer la modernisation et l'expansion de la défense. Et quoi? Une armée commune. Où est-elle? Donc vous savez, il y a un problème à résoudre avec les États-Unis, clairement. There is an issue to be worked out with the United States, clearly, and that is a readjustment of responsibilities within. Et c'est un réajustement des responsabilités au sein de l'OTAN. Monsieur Trump, de manière très mercenaire, appelle en fait à cela lorsqu'il demande des contributions supplémentaires de la part des Européens. Il dit essentiellement ce que son secrétaire à la Défense a dit à la conférence de sécurité de Munich. Europe, vous allez être livrés à vous-même, vous savez. Et nous tournons notre attention vers l'opposition à la Chine, et nous tournons notre attention vers le Pacifique. Donc l'Europe doit s'adapter à cela, et il devrait y avoir un accord. Il devrait y avoir un processus de négociation. Cela ne devrait pas être laissé au hasard. Que se passe-t-il avec l'OTAN? Obtient-elle un commandant européen? Je pense que cela devrait être le cas, mais ce n'est pas une chose facile. Peut-être un tout dernier point à ce sujet, car je pense que c'est significatif. Nous avons entendu depuis longtemps de la part de l'OTAN que le chemin de l'Ukraine vers l'OTAN est irréversible. Ils utilisent le terme irréversible. Et maintenant, il y a quelques jours, Mark Rutte était assis à côté du président américain, acquiesçant même lorsque le président américain a dit que nous voulions annexer le Groenland, simplement en hochant la tête et en étant conciliant. Et puis plus tard, disant, comme oui, pas d'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine. Je veux dire, le cours irréversible a maintenant été inversé. Est-ce une surprise ou pensez-vous que cela envoie un quelconque signal aux Européens pour clarifier de manière absolument claire ce qu'est cette alliance militaire? What this military alliance is about. Well, the Europeans shouldn't have had to have this reminder. Eh bien, les Européens n'auraient pas dû avoir besoin de ce rappel. Après tout, l'essence de l'OTAN est l'article 5, qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous, et que tous ont la responsabilité de répondre. Mais l'OTAN a clairement indiqué qu'elle n'est pas prête à entrer en guerre avec la Russie au sujet de l'Ukraine directement. Tout ce qu'elle est prête à faire, c'est mener une guerre par procuration. Ce qu'elle fait d'ailleurs depuis février 2022. Mais depuis juste après le coup d'État de 2014, lorsqu'un effort énorme a été entrepris pour réentraîner, rééquiper et restructurer les forces armées ukrainiennes contre la Russie. En fait, à la veille du déclenchement de la guerre en février 2022, les forces ukrainiennes étaient prêtes à essayer d'envahir le Donbass, les soi-disant républiques populaires, et à les éliminer. C'était leur objectif. Et vous regardez les rapports de l'époque, et vous verrez une augmentation énorme des violations du soi-disant cessez-le-feu, presque toutes du côté ukrainien. Donc vous savez, cela aurait dû être évident, c'était évident pour beaucoup de gens, que l'Ukraine ne serait jamais dans l'OTAN. Rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est un tout petit peu d'honnêteté qui s'insinue dans la rhétorique de l'OTAN. Et c'est le résultat de l'approche plutôt brutale de M. Trump à tout cela. Et encore une fois, cela a été salutaire. Cela a été sain, à mon avis. Et les Européens, vous savez, ils sont perplexes, ils sont confus, ils s'en tiennent à l'ancien livret. C'était le problème de Zelensky. Il est allé au bureau ovale et a chanté l'ancienne chanson. La Russie est maléfique. Poutine est un démon. Vous ne pouvez pas faire confiance à quoi que ce soit que les Russes font. Et le public l'a quitté ou l'a en fait poussé hors de la pièce. Cette ère ne joue plus. That area doesn't play anymore.